Salut, aujourd'hui on va voir une entreprise canadienne qui a très bien performé ces dernières années avec de belles croissances stables avec le temps, mais qui a eu des rendements en bourse dignes d'une entreprise tech. Donc cette entreprise est considérée comme anti-crise ou défensive, ce qui veut dire que c'est une entreprise dont les activités, les revenus et les profits restent stables ou peu affectés pendant les périodes de récession économique ou de crise financière. Caractéristique typique d'une entreprise anti-crise, ça va être une qui offre des biens de services essentiels de l'alimentation, assurance, logiciel, critique, vous avez bien compris. Des revenus récurrents, abonnements, contrats à long terme. Ici, on peut penser par exemple à Microsoft, à Netflix. Des faibles dépendances au cycle économique, historique de résistance lors des crises passées, par exemple 2008-2020. On peut également citer 2022. En bref, ça va être des entreprises qui continuent de bien fonctionner quand l'économie va mal car leurs produits ou services restent indispensables. Donc, l'action qu'on va voir est nulle autre que Dollarama. Euh, je pense que l'équivalent en France, ça va être Giphy ou Jiffy. Je ne sais pas comment on prononce ça. Donc, c'est une entreprise qui a eu de belles croissances, comme on peut voir ici. Elle a eu une croissance de 321,34% sur les 5 dernières années, ce qui va nous faire une croissance annuelle moyenne du cours en bourse de environ 33,49%, ce qui va transformer un 1000 dollars en un peu plus de 4000 dollars pour 5 ans. Donc, Dollarama, c'est quoi? Donc, c'est un leader canadien du commerce du détail à prix réduit, offrant une large gamme de produits à bas prix. L'entreprise détient également des participations majoritaires dans Dollarcity, qu'on va voir par la suite. Le modèle économique de Dollarama, c'est qu'elle va opérer principalement sur un modèle de vente au détail en magasin physique, malgré que les dernières années, elle a également des ventes en ligne comme la plupart des magasins ou des commerces. Elle va avoir des prix fixes, produits vendus à des prix fixes généralement entre 1 et 5 dollars. Ces dernières années, des produits à marge élevée, des articles à faible coût d'acquisition permettant des marges bénéficiaires élevées. C'est vraiment la clé de cette entreprise. Elle va avoir ici une rotation rapide des stocks. Nous ici, on fréquente quand même beaucoup Dollarama pour acheter des petits objets. Donc on voit qu'il y a vraiment une rotation des marchandises, par exemple, à chaque fête, mettons à Noël, à Pâques, on voit qu'à chaque fois, il va y avoir des nouveaux stocks, puis qu'il y a vraiment une rotation qu'on peut détecter à chaque fête, par exemple. Une expansion géographique au cours des dernières années, je pense depuis 2013, ouverture de régulière de nouveaux magasins pour accroître la présence sur le marché. Ensuite, on va voir cette expansion à l'international. C'est grâce à Dollarcity. Dollarcity, c'est une chaîne de magasins à bas prix opérant principalement en Amérique latine. Elle a été fondée en 2009 en Amérique centrale par une famille locale d'entrepreneurs. Dollarama a commencé à collaborer avec Dollarcity à partir de 2023 avec un partenariat d'approvisionnement exclusif avant de prendre une participation majoritaire d'environ 50,1%, mais au dernier trimestre, elle a augmenté cela jusqu'à 60,1%. Donc, on peut dire que présentement, elle détient 60,1% de Dollarcity, qui est considéré comme un véritable moteur de croissance pour Dollarama. Juste avant de continuer sur Dollarcity, on va juste aller voir les avantages concurrentiels que Dollarama présente. Donc, elle va avoir une position dominante au Canada, malgré qu'il y a d'autres concurrents, mais c'est vraiment le magasin le plus dominant ici au Canada. Leader incontesté du secteur de magasins de prix réduit, efficacité opérationnelle, chaîne d'approvisionnement optimisée et contrôle rigoureux des coûts, fidélité des clients, base de clients fidèles attirés par des prix bas et une large gamme de produits. Honnêtement, là-bas, on peut trouver de tout. On peut aller jeter un coup d'œil juste pour avoir une idée des produits qui sont vendus. On peut voir ici des éponges pour laver la vaisselle. On trouve ici de l'eau de javel. Ça peut aller jusqu'à des masques pour faire de la plongée, des balles de tennis. Ça peut aller même, il y a même de la nourriture qui se vend.
Honnêtement, il y en a vraiment de tout, de A à Z. On peut retrouver un peu de tout dans ce magasin. Ici, ça va être la nourriture. Ça va être vraiment plus des produits de type de boissons gazeuses, du pain, des biscuits également. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment un petit peu de tout chez cette entreprise. Donc, fait que ça va être des prix entre de 1 à 5 dollars qui bien évidemment suit l'inflation avec le temps. C'est plus des produits comme avant qui étaient à 1 dollar. Ça a augmenté jusqu'à 5 dollars maintenant, mais on voit que il y a quand même toujours une fidélité chez les clients qui vont quand même aller vers là parce que honnêtement, c'est vraiment l'un des magasins les moins chers ici pour acheter des choses qu'on a vues précédemment. Donc, son avantage concurrentiel également, c'est qu'elle a une expansion à l'international, comme on a vu avec Dollar City, qui va offrir une croissance sur un nouveau marché, une résilience en période économique difficile. Ça, c'est le typique d'une entreprise défensive ou anti-crise. Elle va avoir une performance solide même en période d'inflation ou de récession. Il y a quand même quelques désavantages qu'on peut voir chez cette entreprise. Ça va être qu'elle est dépendante au marché canadien. Ce n'est plus vraiment le cas. On voit que tout doucement, elle s'intègre dans d'autres marchés, par exemple en Amérique latine. Mais la majorité de son revenu, bien évidemment, elle provient ici au Canada. Également, une pression sur les marges, augmentation potentielle des coûts de marchandises et de la main-d'œuvre. Mais on va voir qu'elle a toujours su optimiser ses marges malgré qu'il y a une pression sur cette dernière. Concurrence accrue, présence de concurrents tels que Walmart et Dollar Tree. Ici, c'est Walmart, par exemple. Je pense pas que c'est vraiment je l'ai pris parce que c'est quand même un des magasins qui est vraiment très fréquenté aussi au Canada également. Mais ce n'est pas vraiment le même type de magasin ou de choses qui vont être vendues. Je pense que chez Walmart, c'est un petit peu plus cher, alors que chez Dollarama, ça va être un peu plus abordable quand même. Son concurrent direct que je trouve ici, ça va être le Dollar Tree, qui va être vraiment le concurrent direct. Ensuite, on va voir des avantages qui vont avoir une réglementation, éventuelle modification des politiques fiscales ou commerce affectant des importations, comme qu'on avait vu avec Trump les derniers mois, sur les tarifs douaniers. Donc, son concurrent direct, comme je disais, ça va être vraiment Dollar Tree, qui a été connu pour vendre la quasi-totalité de ses articles à 1 dollar, bien que ce prix a été ajusté à 1,25 $, puis qui a augmenté graduellement jusqu'à 5 dollars. Même chose pour Dollarama. Bien évidemment, il faut suivre l'inflation, puis on sait que ces dernières années, il y avait quand même beaucoup d'inflation, donc ils n'avaient pas de choix de bien évidemment augmenter ça. Offrir des produits à un prix extrêmement bas et fixe, ce qui crée une proposition de valeur claire et attrayante pour les consommateurs soucieux de leur budget. Plus récemment, Dollar Tree a également bien évidemment augmenté. Il a créé la section Dollar Tree qui va être de plus de 5 dollars. Élargissant ainsi son assortissement tout en maintenant une position axée sur la valeur. Les avantages de Dollarama sur Dollar Tree qu'on va voir ici. Premièrement, ça va être un modèle multi-prix maîtrisé depuis longtemps, or que chez Dollar Tree, ça va être récemment qu'ils ont commencé. On l'a vu ici depuis seulement 2021 qui ont commencé à intégrer le modèle multi-prix. Vient seulement de passer à un modèle multi-prix. Donc Dollarama a plus d'expérience dans l'optimisation des gammes. Je ne trouve pas vraiment que c'est un gros avantage chez Dollarama parce que elle peut très bien s'adapter Dollar Tree à cette nouvelle modèle multi-prix. Ensuite, plus grande rentabilité. C'est ici que
vraiment Dollarama va se démarquer parce qu'on voit que ses marges opérationnelles est de entre 23 et 24% pour l'année 2024, comparativement à ceux du concurrent qui sont de 6 à 7 seulement. La marge nette de Dollarama est supérieure à 15 et 17% par rapport à celle de Dollartree, qui est vraiment faible de 4 à 5%. Le troisième point, ça va être une exécution opérationnelle plus disciplinée. Dollarama croît prudemment, comme on a vu, elle existe depuis longtemps, mais elle ne fait pas vraiment de grosses acquisitions. Elle rentre tout doucement, comme chez DollarCity. Elle a commencé par d'abord collaborer avec l'entreprise, ensuite elle a commencé à la racheter une moitié de cette entreprise et présentement est à 60% de cette entreprise. Donc, c'est qu'elle va choisir soigneusement ses emplacements et en contrôlant ses coûts, contrairement à Dollartree qui a connu des erreurs coûteuses avec l'acquisition, par exemple, de Family Dollar, qui a été vraiment une mauvaise acquisition pour cette entreprise, car jusqu'à maintenant, elle essaye de faire la restructuration de cette entreprise, mais elle n'y arrive pas. Le quatrième point, c'est moins d'exposition au risque économique américain. Dollarama est concentré au Canada, économie qui va être plus stable, population un peu plus riche. Bon, je pense que c'est plus vraiment le cas maintenant, mais j'imagine que beaucoup plus riche que certaines régions desservies par Dollartree, par exemple aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de pauvreté. Moins d'intégration complexe, pas de problème d'intégration d'acquisition majeure chez Dollarama, contrairement à Dollartree avec sa Family Dollar qui est encore en restructuration avant après son achat. Ici, on peut voir que c'est vraiment un échec pour Dollartree. Le sixième point, ça va être une forte efficacité logistique, chaîne d'approvisionnement plus simple et optimisée. On voit que son plus grand concurrent direct ici, ça va être Dollartree, mais on voit que Dollarama maîtrise, elle a beaucoup plus d'avantages que Dollartree, malgré que Dollartree est beaucoup plus une grande entreprise, car de souvenir, elle a comme au moins 15 000 magasins comparativement à Dollarama qui en compte à peu près 1 500 à travers tout le Canada. Ensuite, on va retourner à l'acquisition de un peu plus de la moitié de DollarCity. On va voir c'est quoi son modèle économique à cette entreprise. Ça va être à peu près similaire à Dollarama. Ici, modèle 100% on prend pas de franchise, car Dollarama également n'a pas de franchise. Structure de multi-prix, même chose que Dollarama, les prix varient en fonction du pays et du pouvoir d'achat local. Articles non périssables, décoration, fournitures scolaires, jouets, cuisine, outils de maison, hygiène. Focalisation sur des produits abordables mais de meilleure qualité que certains concurrents locaux informels. Ça fait démarquer l'entreprise. Même chose pour Dollarama qui est quand même réputé d'être de meilleure qualité que Dollartree. Ici, un sourcing mondial optimisé via l'expertise de Dollarama. Beaucoup de produits proviennent d'Asie. Petit format de magasin de 10 000 à 12 000 pieds carrés, proche du modèle canadien. On voit qu'il y a vraiment une grande similarité, d'où j'imagine l'intérêt de Dollarama d'acquérir cette entreprise. Dollarcity est vraiment considéré comme le moteur de croissance de cette entreprise, car elle va avoir un accès à de nouveaux marchés en croissance rapide. La classe moyenne latino-américaine croissent vite et demandent de plus en plus de commerce organisé, potentiel de croissance énorme. Le marché adressable est beaucoup plus vaste que le Canada seul, car on voit que ça concerne plusieurs pays en Amérique latine et ça peut avoir une expansion beaucoup plus élevée parce que de mémoire, je pense qu'elle touche 4 pays en Amérique latine, donc il y en a beaucoup plus que ça, donc ça peut rentrer à d'autres nouveaux marchés. Effet d'échelle et synergie, Dollarama peut massifier ses achats mondiaux en combinant les volumes de DollarCity, ce qui va faire de plus gros volumes et elle pourrait avoir une maîtrise sur les prix à payer.
Une diversification géographique, cela réduit la dépendance au marché canadien et au dollar canadien. Elle va avoir des marges attractives. Le modèle est hautement rentable grâce au bas coût de main-d'œuvre et aux loyers plus faibles en Amérique latine. Donc, ici, on a vu que Dollarama, elle a vraiment un très bon modèle économique et par la suite, pour avoir une plus grande croissance, elle n'est pas restée sur ce laurier. Elle s'est intéressée à Dollarcity qui a quasiment le même modèle économique afin d'augmenter sa croissance. Ensuite, on va juste aller voir maintenant quelques chiffres sur cette entreprise. Mettons en 2024 de Dollarcity, une croissance des ventes de Dollarcity de plus de 20% par année. Or que pour Dollarama, on va voir un peu plus tard, ça va être de 11%. On voit que vraiment elle est une entreprise de croissance. Marge brute est légèrement supérieure à celle de Dollarama au Canada qui sont de 44 brutes estimés. Ensuite, les EBITDA margins, c'est quand même vraiment élevé de 17 à 18%. Et un ticket moyen en augmentation constante signe d'une adoption progressive par les consommateurs locaux. Ça, c'est vraiment des chiffres qui sont très positifs pour l'entreprise car on voit que Dollarcity est en croissance et elle réussit à maintenir des marges qui vont être solides dans le temps. Et pour l'analyse quantitative de Dollarama, une croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années qui va être de 11,6%, croissance de bénéfices nets par action de 20%. Ici, ça va être vraiment une optimisation des marges, d'où cette différence entre la croissance du revenu et celle du bénéfice net par action. Les marges nettes sont à hauteur de 18% et en augmentation sur les 5 dernières années. CAPEX en augmentation, bien évidemment, elle va acquérir de plus en plus de Dollarcity et c'est une entreprise qui vend des produits physiques, donc elle a besoin de CAPEX et ce qui représente 15% du operating cash flow, c'est quand même pas vraiment très très élevé. Le free cash flow est en croissance de 16,9% depuis 2020, soit depuis les 5 dernières années. La marge du free cash flow est autour de 21,8 et est en augmentation également. Une dette élevée. Ici, c'est le seul point, je pense, négatif que j'ai trouvé pour cette entreprise qui représente 3,28 fois le free cash flow. C'est pas si pire non plus. Moi, j'accepte des entreprises en maximum 3, puis ici on voit que c'est 3,28. Le ROE qui est vraiment élevé, et j'ai mis ici attention, car la dette, elle est quand même beaucoup plus élevée, d'où le ROE à 98. Donc on va se fier sur le ROCE qui est de 28 et est en augmentation année après année. Ça, c'est un très bon signe. Elle paye un dividende qui va être un payout ratio de 8%. C'est vraiment très très faible. Également pour le free cash flow payout ratio qui va être de 7%. Même chose, c'est vraiment très faible car le cours en bourse est beaucoup élevé, et a beaucoup augmenté, donc le rendement va être bas et c'est ça. Donc, croissance dividende sur les 5 dernières années, ici je mets non applicable. Une dilution des actions, ici on voit qu'il rachète à hauteur de 2,25% depuis 2020. Mais cette entreprise que j'aime chez elle, elle n'achète pas à chaque trimestre, par exemple, des dividendes. Elle n'achète pas ses propres actions. Par exemple, le dernier trimestre, ils ont décidé de ne pas racheter d'actions parce que son cours de bourse était bien évidemment très élevé. Donc, ils ont préféré donner un dividende ou ils ont gardé cet argent-là pour d'éventuels investissements. Ils ne donnent pas beaucoup de stock options qui va être très faible. Un PER quand même élevé de 40, un price to free cash flow de 34. Si on va juste revenir, ça c'est un point que j'ai oublié. C'était le mot du CEO ici. On voit qu'ils ont acquis en Australie un large discount retailer. Donc, ils commencent à rentrer leur business en Australie, ce qui est quand même un très bon point.
pour l'entreprise, d'où je pense le jour d'après qui ont comme annoncé les résultats, il y a eu quand même plus 10% en bourse. Donc on voit qu'elle commence à faire des acquisitions et à toucher et à accéder à d'autres marchés, ce qui est quand même vraiment très bon pour l'entreprise. Maintenant, si on revient sur le prix à payer pour cette entreprise, ici j'ai été vraiment très modeste. Ici j'ai mis une croissance de 12% pour les 8 prochaines années. J'ai mis un PER ici de 30 pour les 3 prochaines années, ce qui nous donnerait un prix à payer de 116. C'est quasiment impossible à moins qu'il arrive vraiment une catastrophe internationale, mondiale, un deuxième Covid qui va durer quand vraiment longtemps puis que tout soit fermé. Peut-être qu'on aura ce prix-là, car présentement est à 194 $. L'entreprise cote à 194 $ au moment où ce que je vous parle. On voit qu'elle explose le S&P 500 sur les 5 dernières années. On voit que c'est largement surperformé le S&P 500. Donc, ce qui nous ferait une décote vraiment très élevée pour acheter cette entreprise à 116 $. Ça nous ferait une correction de environ 40%. C'est pas si élevé, honnêtement. On a vu des cours de bourse s'effondrer de beaucoup plus que ça. Donc, ouais, ben ça serait vraiment le scénario le plus pessimiste que j'ai mis pour être vraiment très, très prudent. Mais si, par exemple, je décide de choisir un prix juste à payer pour cette entreprise, si on met une croissance de 15% pour les 5 prochaines années, ici j'ai mis 5 prochaines années, or que pour le dernier, cet exemple-là ici, ça va être sur 8 ans, et un PER de 40, ça me donnait un prix juste à payer de 192 $. Présentement, il est à 194 $. Et ce qui me ferait un rendement annuel de 12% pour cette entreprise si je l'achète à ce prix-là. Ce qui est quand même plus que le rendement du S&P 500. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette entreprise. Est-ce que ce serait un bon prix d'achat ou est-ce que c'est maintenant ou bien il faut attendre une éventuelle baisse ou correction de 40 ou un petit peu moins. Laissez-moi ça en commentaire puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.